et sur les opportunités d'investissement sur la bourse espagnole. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite. On va prendre le top 10. Donc dans le top 10 de la bourse espagnole, on a Inditex, Santander, Iberdrola, BBVA, CaixaBank, Aena, Ferrovial, Amadeus Group, Endesa et Naturgy. Je vous ai préparé une watchlist. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, une petite valorisation par rapport au flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio cours-bénéfice, ratio cours-free cash flow, ratio cours sur actifs tangibles, et ça sera plutôt pour les banques, pour assurer des cotes, rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité opérationnelle, rendement des fonds propres, qui est une rentabilité plutôt financière, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution potentielle, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio qui est la proportion de dividendes, la proportion de bénéfices versés en dividendes. On commence tout de suite avec la première entreprise qui est Inditex, plus connue sous le nom de sa marque phare, Zara. On est sur 160 milliards de dollars de market cap, 8,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a toujours de la croissance sur cette entreprise. Les multiples sont élevés. On est sur du 13 RVE sur EBITDA, 24 en PE. Il n'y aurait pas les free cash flow, il faudra regarder séparément, mais bon, c'est un peu cher payé. Maintenant, c'est de la qualité. Vous êtes à 23,3 en rendement des capitaux investis. Excellent. Cash net sur le dossier, si on en croit les chiffres qui sont indiqués ici. Donc, c'est bien. 3,9% de rendement du dividende, ce qui est pas mal. Alors, on n'a pas le rendement de l'actionnaire, ni free cash flow. 7 milliards de bénéfices nets contre, allez, on va dire, on est à 5 milliards de dividendes. Attention, c'est un peu élevé à mon avis. Le payout ratio est peut-être un peu élevé. Il faudrait regarder par rapport au free cash flow. Bon, pour moi, Inditex, ça reste une très belle entreprise, une bonne entreprise de croissance qualitative. C'est un peu cher, mais c'est pas exorbitant non plus comparé aux entreprises américaines, par exemple, comparé aux entreprises du luxe en France. Donc, en plus, vous avez un bon petit dividende quand même, donc bonne rentabilité. Moi, je pense que c'est intéressant, Inditex. Ensuite, on est sur Santander. Donc, on est sur la première banque espagnole, 125 milliards de dollars de market cap, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. En dessous de 10 en PE, c'est ce qu'on veut. On veut moins de 10 en ratio cours-bénéfice, mais on veut une décote sur actifs tangibles parce que le bilan des banques est compliqué à comprendre. Donc, on veut prendre ce que nous donne le management avec une décote. Et donc, ce n'est pas le cas ici. Malheureusement, on n'a pas la marge de sécurité. Bon retour des fonds propres, 13,3% de rendement des fonds propres, ce qui est pas mal pour une banque. Il faut qu'elle soit au-dessus de 10% à cause du levier qui est engagé. Donc, on n'a pas le levier qui est engagé, c'est normal. Ici, il est un peu spécial, le levier sur les banques. Voilà, 13,3 avec le levier qu'on a, c'est pas si mal. 3,1% de rendement du dividende, 6% de rendement de l'actionnaire. Donc, on a des rachats d'actions. Est-ce que ces actions sont annulées? Il faut aller regarder, mais je pense qu'à ce niveau-là, ils sont annulés. Donc, ça a été versé en revanche à crédit parce que les cash flows sont négatifs. Et pour une banque, c'est pas très grave. En fait, il faut regarder plutôt le bénéfice net. Donc, payout ratio soutenable à ce niveau pour Banco Santander. Après, c'est une banque. Il manque la marge de sécurité sur la décote sur actifs tangibles, malheureusement. Donc, plutôt à l'écart de Santander. On va continuer. Si jamais vous cherchez des portefeuilles passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue tout de suite avec Iberdrola. Donc là, c'est une utilities, le premier fournisseur d'électricité espagnol. 117 milliards de dollars de market cap, 4,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a toujours un petit peu de croissance sur ce dossier, c'est pas mal. 12 en VE sur EBITDA, c'est un peu cher pour une utilities quand même. 24 en PE, 29 en price ou free cash flow. Alors théoriquement, ce genre d'activité génère des free cash flow puisqu'il n'y a plus beaucoup de croissance organique. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, vous avez dû faire une dépense en capital importante sur les 12 derniers mois. Bon, c'est un peu cher quand même. 7,5 rendement des capitaux investis. Bon, c'est intensif en capital. On va dire que c'est correct. C'est convenable à ce niveau-là, le rendement, la rentabilité. On est sur 3,1 en termes de dette nette sur EBITDA, ce qui est convenable pour une utilities, puisqu'on a la visibilité sur les cash flows. Donc, on peut s'endetter à ce niveau-là sans trop de problème. 4% de rendement du dividende, ça c'est intéressant. 2,7 en rendement de l'actionnaire, il y a potentiellement un peu de dilution, il faut aller regarder ça. Payout ratio à 24%, avec des free cash flow un peu moins élevés que les bénéfices nets, mais allez, on doit être à 35-40%. C'est très soutenable à ce niveau. Voilà, Iberdrola, c'est une utilities, mais sans être valorisé comme utilities, c'est valorisé cher.
et on n'a pas un rendement du dividende de l'utility. Il faudrait être à 5% pour que ça soit intéressant. Ici, c'est pas le cas. Donc, attendons plutôt que ça vienne à ce niveau-là et restons plutôt à l'écart de ce dossier. BBVA, la deuxième banque espagnole, on a 88 milliards de dollars de market cap, 13,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Donc ça, c'est des fusions en fait. Les banques, il y a une concentration du système bancaire espagnol, malheureusement, mais c'est comme ça. Et du coup, les chiffres d'affaires sont en forte croissance, mais c'est pas du tout de la croissance organique, c'est de l'externe. On est sur 8 en ratio coût-bénéfice, qui est bien, on est en dessous de 10 pour une banque, c'est ce qu'on veut, mais il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, donc pas de marge de sécurité ici. Le rendement des fonds propres est très bon. Sur BBVA, on a 20% quasiment. 5,4% de rendement du dividende, c'est ce qu'on veut voilà, pour une banque. Ça, c'est un niveau appréciable. 5,1% en rendement de l'actionnaire, donc potentiellement un peu de dilution, il faut regarder. On est sur un PE ratio à 37%, donc c'est convenable. C'est soutenable ce niveau de dividende, on pourrait même le monter un petit peu plus. Bon, il manque la marge de sécurité quand même sur BBVA, mais sinon, c'est un dossier intéressant pour qui investit dans les banques. Ensuite, KexaBank, la troisième banque. 63 milliards de dollars de market cap, 14,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Donc c'est pareil. Il y a eu une fusion, il y a eu une acquisition ici pour que ça monte aussi fort. On est en dessous de 10 en PE, c'est bien, 9,7. Après, c'est un peu élevé, mais bon, c'est en dessous de la limite des 10. C'est bien. Pas de décote sur actifs tangibles, malheureusement. 17,3 en rendement des fonds propres, ce qui est très bien pour une banque. 7,6 en rendement du dividende. Ça nous donne quoi? 4 milliards de dividendes. Donc attention, le payout ratio est un peu élevé quand même sur KexaBank. On doit être à 70% de payout ratio, donc méfiance. Mais sinon, pareil, il manque la décote sur actifs tangibles. Et sinon, c'est un dossier intéressant pour qui s'autorise à investir dans une banque. Aena, donc ça c'est l'opérateur d'infrastructure, il gère surtout les aéroports. On est à 40 milliards de dollars de market cap, 6,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. 12 en VE sur EBITDA, 19 en PE, 17 en price free cash flow. C'est raisonnable, mais c'est quand même un peu cher. Après, les large caps sont valorisés chèrement dans le monde, c'est comme ça. Bon, donc il n'y a pas de marge de sécurité à ce niveau. 12,4 en rendement du capital investi, ça c'est pas mal. Pour une boîte qui fait de l'infrastructure et qui est du coup, en général, assez endettée, avoir une rentabilité opérationnelle à ce niveau, c'est pas mal. On a 2 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est très convenable pour une boîte d'infrastructure. 4,3 en rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. 3,2 en rendement d'actionnaire. Potentiellement un peu de dilution, donc là il faudrait vérifier. On est à 60% de payout ratio, free cash flow équivalent bénéfice net. Donc ce dividende est soutenable. Bon, dommage, Aena c'est un peu cher pour le dividende. Il faudrait peut-être attendre d'avoir un dividende qui soit franchement au-dessus de 5%. Comme ça pourrait être plus intéressant. Ferrovial. Alors ça, c'est une boîte qui était initialement dans la gestion des voies ferrées. Et maintenant, ils se sont diversifiés donc dans le TP et l'ingénierie. On est sur 38 milliards de dollars de market cap, 8,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a toujours un peu de croissance, mais ça, c'est selon des acquisitions. La valorisation est élevée en valeur d'entreprise sur EBITDA à 28. Je pense qu'il y a du résultat financier. C'est pour ça qu'on a un PE qui est aussi faible comparé aux autres multiples. Et donc ça vient booster les bénéfices. Mais en réalité, regardez, il n'y a pas de free cash flow. 42 en price free cash flow, c'est-à-dire que les free cash flow sont bien plus bas que les bénéfices nets. Donc voilà, moyen, rendement du capital investi à 4,4%, c'est très médiocre. 50% rendement des fonds propres. En effet, c'est plutôt une boîte qui fait c'est une boîte financière maintenant. L'endettement, le levier est à 4,1 en termes de dette nette sur EBITDA. C'est un peu élevé quand même. Il y a beaucoup de dettes. Bon, cette dette permet de générer des rendements de fonds propres énormes, mais elle est quand même élevée, je trouve. 0,8 en rendement du dividende, 3% en rendement de l'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions. Est-ce qu'elles sont annulées? Il faudrait regarder ça. On est sur un payout ratio à 4%, ce qui me semble un peu étrange à ce niveau. Mais bon, du coup, il faudrait retraiter parce qu'on verse, quoi 0,8. Donc, c'est-à-dire qu'on verse, 3 milliards. Donc, le payout ratio, en réalité, il est proche de 100%. Bon, moi, je pense que ce dossier est un peu trop compliqué. Il vaut mieux passer et être à l'écart. Ensuite, on est sur Amadeus. Donc là, c'est un des leaders mondiaux de la réservation aérienne. On est sur 36 milliards de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Donc il y a toujours un peu de croissance, ça c'est bien. 15 en VE sur EBITDA, 27 en PE. Free cash flow pas indiqué. Bon, c'est une boîte qui dégage des free cash flow d'ailleurs, c'est dommage. Bon, il faudrait regarder ça séparément, mais sur les deux multiples, là, en VE sur EBITDA, on a 15, c'est quand même cher. Vraiment, les capitaux investis à 16,5. Bonne rentabilité opérationnelle, mais c'est normal, c'est du logiciel, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de capital. 0,8 en termes de dette nette sur EBITDA, donc il n'y a pas trop de dette, c'est bien. 2% vraiment du dividende. Ça nous donne un dividende qui est à 6 milliards.
si je ne me trompe pas. Du coup, non, pas 6 milliards, à 600 millions. On est sur un payout ratio en dessous de 50%, donc c'est gérable à ce niveau. Trop cher, Amadeus, malheureusement. Ensuite, on est sur Endesa. Donc là, c'est aussi un fournisseur d'électricité. Une utilities, 34 milliards de dollars de market cap. 2 nids en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc très mature, pas de croissance. 8,7 en VO sur EBITDA, c'est raisonnablement valorisé. 14 en PE et 11 en price to free cash flow, donc c'est pas très très cher. On est à 10,5 en rendement des capitaux investis, ce qui est bien pour une société intensive en capital. 2 fois les EBITDA dette net, on peut aller beaucoup plus loin sur l'endettement avec des utilities, donc ici ils sont raisonnables sur la dette. 4,9 en rendement du dividende, donc c'est intéressant à ce niveau. 3,4 en rendement des free cash flow, 3,4 en rendement de l'actionnaire. Ça nous dit qu'il y a un peu de dilution potentielle, il faut regarder ça. Et on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc le PE ratio est plus bas que ce qui est indiqué ici. Très soutenable ce dividende, donc là ça peut être intéressant ce dossier Endesa pour plutôt un profil, on va dire, rentier. Attention au prélèvement à la source en Espagne, évidemment, ce qui ampute le rendement du dividende. C'est triste, mais c'est comme ça. Naturgy, là on est sur le fournisseur du gaz, 31 milliards de dollars de market cap. Décroissance avec manualisé sur 5 ans. Bon, après, ça ne veut pas dire grand-chose sur les utilities. C'est très stable. De toute façon, c'est mature, il n'y a pas de croissance. 9,2 en VO sur l'IDA. Pas très cher. 15,6 en PE, 17 en price to cash flow. On est raisonnablement valorisé. 9% de rendement des capitaux investis. C'est plutôt convenable pour une utilities qui est intéressée en capital. 3 fois les bids dette net. Attention, c'est un peu endetté, mais on peut aller sur 5 avec une utilities. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. 5,8% de rendement du dividende. C'est intéressant quand même à ce niveau. 4,9 en rendement de l'actionnaire, il y a peut-être un peu de dilution. 50% de payout ratio, allez, on est à 55% par rapport au free cash flow, c'est soutenable. Donc Naturgy, ça se regarde aussi pour le côté dividende, c'est intéressant. Alors, dans cette liste, bon, si on est plutôt investisseur qualité et croissance, Inditex, ça le fait quand même, c'est pas mal. Amadeus, je trouve que c'est un peu cher pour un investisseur croissance. Dans les banques, bon, il n'y a pas de marge de sécurité malheureusement. Donc pour un investisseur qui prend une banque sans marge de sécurité, il vaut mieux prendre, à mon avis, celle qui verse plus gros dividende, c'est CaixaBank Bank. Ensuite, sur les infrastructures, Aina c'est intéressant. Donc plutôt profit dividende, Aina c'est intéressant. Et Naturgy aussi. Iberdrola, pas vraiment, puisque en fait on a vraiment l'actionnaire qui est assez bas finalement, même avec un dividende un peu élevé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.